Cet épisode mentionne des sujets qui pourraient heurter la sensibilité de certaines auditorices. Il est question de suicide et de santé mentale. Si vous êtes concerné par ces thématiques, on vous conseille d'écouter cet épisode accompagné d'une personne de confiance ou d'attendre que vous soyez prêt, prête. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous, vous écoutez Descendance, le podcast qui met en voix vos histoires familiales par le prisme de la transmission. Dans cet épisode, Axel revient sur le suicide de sa mère qui a fracturé sa cellule familiale et de la place de médiateur qu'il a endossée. Bonne écoute. Vous qui m'avez donné des ailes, êtes-vous prêt à me voir voler? Ne vous déplaise si jamais elles ne savent pas vraiment où aller. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Axel, 32 ans, enfant des années 90, et je viens parler aujourd'hui de ma famille, mon enfance, et je pense qu'on va surtout beaucoup tourner autour de la santé mentale. C'est parti. Alors, je viens d'une famille de 5, donc mes 2 parents et grand frère, grande sœur. Je suis le petit dernier. J'ai 9 ans et 8 ans d'écart avec mon frère et sœur. Mes parents se sont rencontrés quand même très jeunes. Ma mère s'est mariée à 18 ans. Elle a eu un enfant à 19-20 ans, ma sœur. Disons qu'il y avait, je pense, beaucoup d'amour au début, à une certaine période où, je pense que ma mère venait d'une famille potentiellement où il n'y avait pas beaucoup d'issues pour les femmes. Et que le mariage était un peu une issue, l'issue la plus plausible, pas vraiment poussée à faire des études et dans une famille à contexte plutôt catholique, à cette époque-là. Elle avait elle-même 3 sœurs, donc que des filles, et elle raconte souvent que leur père regrettait de pas avoir eu un fils, donc je crois qu'elles se sont un peu traînées ça toute leur enfance. Elle a eu la chance quand même de grandir à Madagascar. Elle a passé 14 ans à Madagascar. Et quand elle est rentrée, elle avait 16 ans. Et mon père habitait 2 étages au-dessus, dans l'immeuble. Donc c'est un peu comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et du coup, mariés 2 ans après. Ma sœur et mon frère sont arrivés relativement vite après. Ma mère a gardé cette envie de voyage parce qu'ils ont habité au Tchad et au Sénégal avec ma sœur et mon frère. Et moi, je suis arrivé plus tôt quand ils avaient à peu près une trentaine d'années. Donc plus trop le même couple, plus trop les mêmes expériences, les mêmes envies. Il y avait déjà quelques petits dysfonctionnements entre eux, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien raconter que je suis l'enfant de la dernière chance. Donc je suis arrivé et 1 an après on est parti au Brésil. Donc j'y ai passé 4 ans. Ensuite on a fait les États-Unis. Ensuite on est revenu en France et je suis reparti plus tard au Canada. Donc j'ai eu une enfance très chanceuse. Je l'ai toujours vu comme une chance de pouvoir voyager, de pouvoir voir le monde, différentes cultures, apprendre des langues aussi. Quand t'es enfant, je pense qu'il y a un endroit où ça t'ouvre un peu le cerveau. Voilà. Donc ça c'est, à cet âge-là, j'avais pas du tout conscience que c'était une chance, mais aujourd'hui, je comprends que c'est, que je le ressens comme une chance, même si le fait de grandir expatrié, ça fait qu'on change quand même d'adresse tous les 3 ans. Donc on est un peu tout le temps dans les cartons, et puis même se créer des relations amicales. Je crois que mes plus anciens potes maintenant, c'est des potes de lycée, quoi. Mais avant ça, j'ai pas eu trop le privilège de maintenir des relations. Donc ça crée aussi une forme de, peut-être quelque chose que je traîne encore aujourd'hui, que j'ai un peu travaillé d'ailleurs depuis, mais peut-être parfois une forme un peu d'ambivalence aussi dans l'engagement. Je sais que ça m'a traîné souvent de m'engager très fortement dans un truc et puis de ressentir ce cycle des 3 ans. C'est quelque chose que je ressens encore aujourd'hui où j'ai souvent besoin de réapprendre des nouvelles choses, de me ressortir de schémas que je connais et puis ce qui peut parfois être un peu embêtant pour les gens qui m'entourent parce que je sais pas comment expliquer, mais ça donne pas toujours confiance, même si j'ai travaillé dessus depuis.
Donc voilà, une enfance en fait assez joyeuse. Même si paradoxalement j'étais un enfant hyper stressé, vraiment enfin j'ai un souvenir comme ça qui me revient où j'étais au CP, j'avais oublié mon carnet à l'école et en fait j'en ai pas dormi de la nuit quoi, j'ai pleuré toute la nuit parce que je savais pas où était ce carnet quoi. Et donc je pense que j'avais aujourd'hui à ce moment-là, je sais pas pourquoi mais je pense que j'ai emmagasiné beaucoup de stress qu'il y avait probablement dans le foyer mais que je comprenais pas à ce moment-là. Voilà, dans notre foyer, avec le recul aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de violences psychologiques entre deux. Ça passait pas mal par l'humiliation, ça passait pas mal par le chantage aussi, mais une forme d'amour passionnel, mais qu'aujourd'hui on appellerait toxique, quoi. À leur époque, on mettait pas encore ces mots-là sur ce genre de relation, mais clairement, moi, tous les souvenirs un peu que j'ai, alors peut-être pas tous, mais quand même la plupart des souvenirs que j'ai de dialogue entre mes parents, que ce soit à table ou même en dehors, voilà, c'était souvent des conversations un peu houleuses, quoi. Enfin, ils n'arrivaient pas à se parler vraiment, voilà. Et donc, on a beaucoup observé notre père, effectivement, ne pas être très, je sais pas comment dire, mais réconfortant, à donner de la confiance à notre mère, qui concrètement, du coup, si je remets les choses dans leur contexte, ma mère, elle a du coup beaucoup suivi mon père parce que c'est lui qui était muté à droite à gauche. Et ça, sur la fin, ça l'a quand même vachement. C'était un des sujets les plus verbalisés par elle, qui était le fait que du coup elle avait pas eu le temps de se trouver professionnellement, que l'indépendance, elle était pas indépendante mais elle, c'est des sujets qu'elle traînait depuis son enfance finalement aussi, par rapport à ce que je disais de sa famille et sa condition de femme dans la société, voilà, et je pense qu'elle s'est à juste titre, mais elle s'est réfugiée un peu dans le rôle de mère, qu'elle a fait vraiment parfaitement, je trouve encore aujourd'hui. Mais forcément, quand moi j'ai eu 17 ans et que je commençais à dire je vais commencer à aller vivre ma vie et faire mes études et tout ça, je pense qu'elle a eu comme un espèce de choc aussi. Le couple que mes parents ont formé finalement, malgré la chance du voyage et de la découverte et tout ça, je me rends compte que c'était quand même une vision un peu tradie en fait du couple. C'est que mon père du coup travaillait beaucoup. Il a très très bien réussi sa vie et il nous a permis d'avoir une aisance financière en tant qu'enfant. On a eu énormément de chance là-dessus. Mais du coup, très peu à la maison, très peu dans le partage avec ses enfants, même très peu dans le dialogue finalement. Et ça, c'est ça que je dirais un peu tradit, c'est que tout ce qui concernait un peu l'émotion des enfants ou les états d'âme ou l'éducation, etc., dans sa tête à lui, même encore aujourd'hui, c'est le rôle de la femme. Donc, ça me paraît encore un peu absurde aujourd'hui, mais ça explique aussi pourquoi je m'intéresse beaucoup aux questions de genre et tout ça. Mais donc j'ai grandi un peu dans cette vision-là de la famille et du couple. Et je sais que ma mère, à un certain endroit, elle souffrait un peu beaucoup de ça aussi, parce que elle-même, ayant vécu avec un père qu'elle considérait comme absent, je crois qu'elle voyait en fait la même chose se produire dans son foyer. Et ça l'a beaucoup, je pense, peiné, mais elle l'exprimait avec beaucoup de colère. Donc c'était pas forcément bien entendu, je pense, par mon père qui se mettait toujours dans un réflexe de défense, quoi, par rapport à ça. Une enfance, plutôt heureuse, jusqu'à ce voyage au Canada où j'avais 14-15 ans et où là, les dysfonctionnements entre mes parents se sont vraiment fait ressentir concrètement. À ce moment-là, moi, j'étais tout seul avec mes parents parce que mes frères et sœurs étaient assez âgés pour faire leurs études et plus suivre le mouvement. Donc, c'est la seule expérience d'expatriation que j'ai vécue tout seul avec mes parents. Et là, c'est un peu, c'est un peu parti en couille. Et je suis rentré avec ma mère en France pour habiter tout seul avec elle. Et là, c'est passé en fait une sorte de descente aux enfers pour ma mère.
donc de dépression, que sur le moment, à 16-17 ans, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Concrètement, je voyais bien elle sortait plus trop de sa chambre, qu'elle dormait beaucoup. Je voyais qu'elle avait plus trop de conversations, et pourtant c'est quelqu'un avec qui j'ai été très très proche, très fusionnel. Je lui partageais tout, elle me faisait beaucoup parler, elle m'a beaucoup éduqué à l'art. On a partagé énormément de choses. Et c'était comme ces 2 dernières années que j'ai vécu avec elle, c'était comme si, comme si elle était prise d'un truc que j'arrivais pas trop à expliquer, mais que je conscientisais pas en fait. Voilà. Moi, je lui faisais à bouffer, je m'occupais d'elle, mais comme un truc que je me disais pas sur le moment, tiens, c'est bizarre, je m'occupe d'elle et tout, faut peut-être que j'en parle à quelqu'un et tout. La résultante de cette période-là, c'est que du coup, ma mère s'est suicidée quand j'avais 17 ans, donc, et que j'habitais tout seul avec elle. Là, chamboulement total. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi avec plein de trucs que je comprends pas, et en même temps, je comprends qu'il va falloir que c'est peut-être l'expérience la plus forte c'est vraiment là où j'ai pris conscience de la mort, quoi. J'en avais conscience avant, j'avais perdu des grands-parents et tout, mais là, je pense que ce jour-là, j'ai pris conscience que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Ayant déjà une personnalité un peu ambivalente, de par le fait que je déménageais tous les 3 ans, ça a renforcé en gros cette idée-là que la vie en fait peut changer du tout au tout du jour au lendemain, quoi. Et ça, c'est quelque chose que que je traîne peut-être encore un peu, que j'ai beaucoup traîné, et toute cette c'est comme si tout ce tableau en fait de ma famille en voyage c'est comme si tout ça en fait paraissait plus fictionnel. C'est que tout était vécu de manière authentique, mais moi, avec mon regard d'enfant, je voyais pas forcément tous les petits détails que aujourd'hui je peux voir, et où en fait je me rends compte que moi qui pensais être dans un foyer vraiment très chanceux, très sain, en fait il y avait des dysfonctionnements déjà à cette époque-là, et j'ai été un peu forcé par la force des choses de les regarder de plus près, même si c'est pas arrivé tout de suite, parce que une fois que cet événement arrive, il y a tout ce qui, entre guillemets, ne fonctionnait pas entre mes parents nous a été légué, nous, aux 3 enfants. Et notamment, ça a créé beaucoup de discorde, de colère, de violence entre notre père et nous. À partir de là, ça a été un peu la guerre dans ma famille. Une guerre déjà présente entre nos parents, mais que nous, les enfants, on a repris. Et surtout avec le point de vue du côté de notre mère. À la seule différence que moi, n'étant du coup pas encore majeur, j'ai là où mon frère et ma sœur ont coupé le lien avec mon père à ce moment-là, moi j'ai habité avec lui à Paris. Donc je suis monté pour le retrouver parce qu'il habitait déjà à Paris. Et donc moi, c'est comme si j'avais pas pu couper le fil en fait, parce que j'habitais avec lui, et le nœud, j'ai pas pu l'enlever. J'ai été face à ce nœud-là, et face à au mec à qui on en voulait le plus de ce qui nous arrivait. C'est ça qui est un peu compliqué dans ce genre d'essai aussi, c'est que finalement, comme on parle de santé mentale, comme on parle de psychisme, on peut pas expliquer cette mort de manière aussi concrète qu'une maladie plus, voilà, je sais pas, même cancer ou même une addiction, alcoolisme ou ce genre. Enfin, on peut l'expliquer ça. Je dis pas que c'est moins violent et moins grave, mais le suicide, ça, en fait, ça ne fait qu'ouvrir des questions, et pour y répondre, ça prend des années, et on est encore en train de chercher, en fait, on est encore en train de se battre avec cette idée-là, en fait, que ça nous soit arrivé, et surtout que ça soit arrivé à notre mère et à la femme de mon père.
Et je repense au fait que je parlais de l'enfant de la dernière chance, c'est que du coup, moi je me suis senti assez tiraillé pendant une bonne dizaine d'années, donc encore il y a récemment, hein. Là ça fait 15 ans que ma mère est partie, où du coup, moi habitant avec mon père, ayant lien avec mon frère et ma sœur, parce on était déjà très soudés, mais ça nous a encore plus soudés, et ben moi je faisais un peu le lien entre les deux, quoi. Et d'un côté, j'avais énormément de colère envers mon père, mais en même temps, le fait qu'on vivait ensemble, on a pu confronter en fait nos idées, on a pu s'engueuler, Bon, il y a même eu un moment, pour être tout à fait honnête, où ça a même été un peu violent physiquement et ça a été assez compliqué. C'est le jour où j'ai décidé de partir, parce qu'après je suis allé habiter avec une tante maternelle. Mais disons qu'on a été obligé d'être dans la confrontation parce qu'on habitait ensemble et je pense qu'aujourd'hui ça nous a sauvé ce moment-là. Ça a sauvé ma relation avec mon père parce qu'on était obligé de dialoguer, quoi, quelque part. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai pu entendre des choses du point de vue de mon père. J'ai pu comprendre aussi des choses que lui ressentait. Mon père qui est une figure, voilà, la figure du mec qui flanche pas, qui est assez fier, qui a réussi sa vie professionnelle, les garçons ne pleurent pas, quoi. Enfin, c'est un peu cette suite logique du côté un peu tradit des choses. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer, c'est justement à ce moment-là, quand on habitait ensemble. Et j'ai été peut-être pour la première fois touché, en fait, à ce moment-là, à 17 ans et quelques, quoi. Et je crois que c'est la première fois que j'ai ressenti de l'amour pour lui aussi. Donc j'ai vraiment le sentiment finalement que ma relation avec mon père, moi, s'est construite au moment où ma mère est partie. Même si on habitait ensemble, même si tout ça, aujourd'hui j'ai encore cette sensation-là que le vrai moment où on s'est rencontrés, c'est quand ma mère n'était plus là. Parce que pourquoi aussi on a continué ce conflit en fait entre nos parents, c'est parce que le fait que ma mère était la seule à nous éduquer, entre guillemets, en fait on a aussi emmagasiné beaucoup de je pense, de ses conflits intérieurs vis-à-vis de notre père, mais aussi de ses conflits intérieurs vis-à-vis d'elle-même. De son stress, je disais que j'étais un enfant très stressé, je pense que ça venait d'elle aussi, quoique mon père est un anxieux aussi de nature, même s'il le dira jamais, et qu'en fait, il y a une suite logique, c'est pas notre rôle en fait de continuer ce conflit entre eux. Mais notre mère était si proche de nous qu'on ressentait en fait ces émotions très fortement et pour nous du coup c'était évident que notre père n'avait pas pu la sauver, en fait n'avait pas réussi à la sauver parce qu'on cherche un sauveur dans ces moments-là. Donc voilà, donc après pendant 12 ans, je me suis senti très tiraillé entre les deux parties du coup parce que ça c'était vraiment deux parties différentes. Mon père d'ailleurs s'est remarié quand même assez rapidement après la mort de ma mère. Ça a été un peu dur pour nous aussi. Je crois qu'il s'est remarié 2 ans après. J'étais le seul au mariage aussi, des enfants. Donc bon, il y a tout ça qui fait que... Et surtout, mon père était très en colère de pas pouvoir communiquer avec ses enfants. Et moi, pendant longtemps, j'ai accueilli cette colère. Et en même temps, j'essayais de mettre de l'eau et en même temps, j'étais obligé parfois de gueuler aussi. Mais on avait quand même ce rituel de se retrouver 1 à 2 fois par mois, voilà, comme un espèce de rituel parce qu'il fallait qu'on continue à garder le lien. Voilà. Et donc, aujourd'hui, alors il y a eu un moment où, pour parler de descendance aussi, du coup je pense que moi, on a tous réagi assez différemment par rapport à ce trauma qu'on partage. Je vais plus parler de moi parce que je me permettrai pas de dire ce que les autres ont pensé, traversé, mais moi je me suis du coup à 17 ans réfugié dans mes études. Je faisais déjà pas mal de théâtre, mais en fait ce trauma-là m'a vraiment poussé à en faire un métier, parce que j'avais envie d'en faire un métier, mais j'avais pas forcément de référence, je connaissais personne, et
Et bon, je savais même pas que c'était un métier réel finalement. Comme ma mère, sur la fin de sa vie, c'était beaucoup le regret qui revenait parce qu'elle était en dépression et qu'elle remettait un peu tout son passé, en doute et tous les choix qu'elle avait faits, etc. Moi, je me souviens très bien à 17 ans, je me disais bon, en fait, je ne veux pas regretter. Je veux vivre ma vie. Alors c'est plus simple à 17 ans qu'à 30. Maintenant, je m'en rends compte. Mais je veux faire ce qui me plaît, quoi. Et puis être au présent et essayer de moins projeter possible. Et je pense que ça a été un très bon choix de faire ça parce que ça m'a permis, en fait, le théâtre d'expier énormément de choses, de vraiment aller aussi parfois de manière un peu malsaine, mais me mettre complètement dans ma douleur et de pouvoir la traverser à travers des persos. Et même si, bon, ce côté psychologique du théâtre aujourd'hui m'intéresse plus du tout, mais à l'époque, je sais que ça m'a vachement aidé parce que j'avais vu une psy d'ailleurs à ce moment-là, qui a duré 1 an, parce que je la trouvais trop analyste, elle parlait pas assez à mon goût. Bon, immature comme j'étais, je l'ai plus jamais rappelé. Et bon, elle m'avait laissé 2 messages et bon, j'ai jamais répondu, quoi. 18 ans, voilà. Et donc en fait, ça m'a donné une énergie assez folle d'avoir vécu ça à 17 ans parce que j'avais vraiment cette colère en fait qui me nourrissait énormément et qui m'a permis en fait de vraiment faire mes études de manière hyper investie. J'en voulais, quoi, j'avais envie de gagner en fait par rapport à ça, par rapport à ce que j'avais vécu. Une fois que ma mère est partie, en fait, ce qui nous restait à faire, c'était réparer les vivants, quoi. Parce qu'il a fallu qu'on fasse chacun notre chemin par rapport à ça. Et même, je parle de la famille au sens large, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines. Et c'est très compliqué comme position parce que, ayant été le seul à habiter avec elle ces 2 dernières années, tout le monde m'est un peu tombé dessus. En mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as entendu? Ce qui, je pense, a nourri une forme de culpabilité aussi chez moi, de me dire, ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte quand même qu'elle était plus dans son état normal. C'était pas normal, qu'il fallait que je la réveille pour qu'elle mange, ce genre de choses. Mais comme je savais pas du tout ce que c'était à l'époque, la dépression, la santé mentale et tout, comme le suicide, ça apporte que des questions, tout le monde en fait m'est tombé dessus avec ces questions. Pendant longtemps, c'est vrai que je sais pas comment dire, tu vois, les 3 singes, celui qui se cache les oreilles, celui qui se cache les yeux et celui qui se cache la bouche. Moi, c'est vrai que j'ai été peut-être le plus verbal en fait après ce trauma-là parce qu'on me demandait de parler énormément aussi. Mais c'est aussi parce que j'avais potentiellement le plus d'informations aussi. Donc je me suis retrouvé d'un coup d'un seul, le dernier de la famille, à être finalement à une position plus de sachant très rapidement. Ce rôle-là, je pense que je l'ai, parce que c'est un rôle que j'ai pris aussi, que j'ai incarné. Je l'ai vraiment traversé et tout en répondant aux questions des autres, je me formais finalement ma pensée par rapport à ça aussi, ma réalité de pourquoi c'est arrivé, quoi, en fait. Chose que je sais que, sans parler pour eux, mon frère et ma sœur, par exemple, ils ont vécu quelque chose de très différent parce qu'ils étaient pas là. En fait, ils étaient pas présents. Eux, ils étaient déjà, je pense qu'ils avaient 25, 26, 27 ans. Donc déjà dans une autre phase de la vie, déjà dans leurs études, à se poser des questions professionnelles et tout. Donc je sais que, alors ça va paraître un peu bizarre, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu une chance que j'ai vécu ça à 17 et pas autour de 30. Parce que c'est comme si j'avais eu un peu plus le temps de m'y faire. Du coup, aujourd'hui, j'arrive à 30 ans et j'ai 32 même actuellement. Et j'ai pu, là, j'ai fait mon travail, parce que tout ça est venu me rattraper, en fait, évidemment. Donc, toute cette période-là où je travaillais énormément, j'y pensais pas. J'étais même persuadé que je ressentais pas de culpabilité. Je me disais non, la culpabilité c'est ce qui a tué ma mère, donc je ne veux pas être dans le regret, je ne veux pas me sentir coupable, je refuse, quoi. Et bien évidemment c'était du déni, mais un déni qui m'a sauvé la vie aussi, en fait, à un certain endroit. Pour parler de descendance, finalement, c'est que moi, ça m'a rattrapé dans mes relations sentimentales. Tout le schéma, finalement, conflictuel qu'il y avait entre mes parents, je l'ai retrouvé dans une relation
que j'ai eu peut-être de 26 à 28. Je me suis retrouvé, je pense que ce que je partage avec mon Adelphi, ma sœur et mon frère, c'est qu'on a du coup tous les trois le syndrome de l'infirmier maintenant. Voilà, donc en gros, on n'a pas pu sauver notre mère, donc on essaie de sauver tous les autres, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à... En fait, au début, je le savais, je trouvais ça même beau, je l'acceptais, j'y allais à fond et tout. Et en fait, dans cette relation-là dont je parlais, je me suis rendu compte que c'était totalement que c'était pas sain, en fait, que c'était pas sain du tout de ma part d'être comme ça, parce que personne ne te demande ça, et puis c'est un peu mégalo à un certain endroit aussi de penser que tu peux sauver les gens. Et je me suis retrouvé devant cet adage totalement basique, mais sauve-toi toi-même avant de sauver les autres, quoi. Et j'avais pas conscience que j'avais besoin de ça, mais cette relation m'a clairement montré que... Alors sans vouloir dire que je suis responsable de ce qui m'est arrivé, parce que c'était quand même une relation où il y avait beaucoup de violence, où j'ai beaucoup subi justement de violence parce que j'étais dans ce syndrome-là de l'infirmier, donc j'étais un peu à tout accepter, à chaque fois je trouvais des excuses à sa violence physique même parfois, hein. Enfin c'est allé quand même assez loin à un certain endroit et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'était 8 mois après notre rupture que j'ai vraiment compris que j'avais été victime quoi de violences psychologiques et physiques. Donc ça a mis beaucoup de temps à ressortir et plus le côté professionnel qui se passait pas bien, où j'ai eu l'impression que beaucoup de gens m'abandonnaient. Voilà, parce que je suis dans le complexe de l'abandon étant donné ce que j'ai vécu aussi. Et tout s'est passé au même moment et là, j'ai traversé une dépression qui a duré peut-être 2 ans et demi. Je pense que dans ces 2 ans, il y a vraiment eu 6 mois où j'étais au fond du fait-tout, quoi, mais vraiment au fond du fait-tout, où j'avais jamais ressenti une telle déperdition de repères et d'envie, en fait. C'est parce que c'est des moments où t'as plus envie de rien, quoi. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer une psy que je ne vois plus aujourd'hui, qui me manque parfois. Mais j'ai eu besoin de retrouver mon autonomie, mais ouais, Catherine que je remercierai en fait toujours parce que le travail qu'on a fait ensemble m'a tellement aidé à voir les choses de manière plus lucide, plus globale aussi, parce que comment dire, c'est comme si tout ce temps-là, j'avais encore une fois que la vision de ma mère dans tout ça. À tel point que finalement, aujourd'hui, je suis même capable de dire, je suis content qu'elle l'ait fait, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est un moment où elle a repris le contrôle sur sa vie. C'est comme si c'était un souffle de vie que de faire ce qu'elle a fait, finalement. C'est un peu bizarre, hein, mais la dernière conversation qu'on a eue, parce que je suis la dernière personne à qui elle a parlé, je l'ai sentie sereine quand elle est partie et que... je vous passe les détails, mais en gros, elle a fait ça sur la voie publique et j'ai vu dans son regard qu'elle était, je sais pas comment dire, qu'elle savait ce qu'elle faisait quelque part. J'ai pas ressenti de doute ou de stress, étant donné que j'ai oublié de raconter, mais elle avait déjà fait une première TS 1 mois avant. Et même là, tu vois, j'ai même pas pensé que ça pouvait réarriver. Enfin, il y a un truc où c'est tellement surnaturel que quand elle est partie de la maison pour le faire, je me suis pas dit, ah, mais non, il faut que je l'accompagne, il faut que... Tu vois, enfin bon, ça j'ai traîné cette culpabilité aussi longtemps. Dans du coup cette relation violente que j'ai vécue, il y a plein de moments où je me faisais penser à elle. Il y a plein de moments où lui me faisait penser à mon père aussi. Et je crois que je savais que j'étais dans un truc violent, mais que c'est comme si c'était un rite de passage. Il y a un truc où j'avais besoin de passer par là pour vraiment me prendre une grosse claque. Ce qui a été le cas. Et ce qui m'a permis du coup de commencer ce travail avec Catherine, qui m'a permis de rééquilibrer finalement la figure des 2 parents, les mettre chacun au même niveau en fait, et de voir aussi la violence de ma mère, aussi de voir à quel point parce que toutes ces années elle a eu le statut de victime en fait, voilà, parce que mais en fait elle avait aussi ses démons, elle avait aussi ses problématiques et de faire ce travail-là de réajustement entre mes 2 parents, ça m'a énormément aidé d'y voir plus clair et surtout de comprendre aussi que la version de l'amour dans laquelle j'avais grandi étant enfant n'était pas forcément la meilleure des versions, le meilleur exemple en fait, que j'ai du coup vraiment traversé dans ma précédente relation. Aujourd'hui, j'ai re-rencontré quelqu'un et c'est diamétralement opposé à ce que j'ai pu vivre en fait.
où je suis avec quelqu'un de vraiment de doux, de généreux, de gentil. Et je sais que si je l'avais rencontré avant, ça aurait pas marché. Parce que pour moi, c'était ennuyeux, en fait, ce genre d'amour. Parce que j'avais mes parents en tête aussi. Et que ce travail m'a aussi permis d'aujourd'hui être plus... de me dire, ok, t'y as le droit. Parce que la culpabilité, elle va plus loin aussi. C'est que ce qui s'est passé avec ma mère, ensuite, ça a été une grande enquête dans ma famille. Et tu te rends compte, en fait, que dans ma famille, chaque famille a un peu ses maladies. Et moi, vraiment, dans ma famille, c'est la maladie psychique qui prend pas mal de monde. La même génération que ma mère, il y a un autre de ses cousins qui s'est suicidé aussi. Aujourd'hui, j'ai une sœur qui se bat avec la dépression depuis un certain nombre d'années. J'ai aussi un cousin qui a traversé ça. Moi-même, j'ai traversé ça. Mon frère en a eu aussi. Et ce qui est assez fou, c'est que j'ai encore l'impression d'être ignorant vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de la santé mentale. C'est que même si on a vécu tout ce qu'on a vécu, même si moi-même j'ai traversé une dépression et tout, et typiquement ce qui se passe avec ma sœur aujourd'hui, on est encore complètement démunis, quoi. Que ce soit mon père, mon frère ou moi, on n'a pas encore trouvé les réflexes, on n'a pas encore su nous entourer, je pense, peut-être de gens qui savent un peu plus aussi. Et récemment, je voudrais faire une petite dédicace aussi à Élise, avec qui je travaille et qui est une amie. Elle m'a... De manière très indirecte, elle m'a créé un déclic en fait parce qu'elle m'a filé un bouquin, c'est un témoignage d'un bipolaire qui écrit un bouquin sur sa maladie. Et ne serait-ce que juste que par le fait de passer ce bouquin, ça, dans ma tête, ça a créé un déclic de ah mais oui en fait t'as encore ça comme travail à faire. C'est sortir de l'ignorance quoi. Parce qu'aujourd'hui ma mère, ça va pas être un peu violent mais c'est fait, c'est réglé, on peut plus revenir dessus. Mais en revanche les vivants et notamment ma sœur qui traverse des moments très compliqués, je peux encore sortir de l'ignorance pour essayer d'être là sans retomber dans le complexe du sauveur, essayer d'être lucide quoi. Parce que ce qui est difficile c'est que ça réveille tous ces traumas-là. En fait à chaque fois quand ma sœur fait des crises, on se retrouve face au trauma de ma mère et on fait des comparaisons un peu malsaines et en fait c'est pas comme ça qu'il faut traiter la chose, mais c'est un peu naturel parce que c'est notre référence quoi. Dans ma famille, c'est un peu le rôle qu'on m'a donné aussi, d'être finalement la personne qui va se renseigner et qui encore une fois utilise la parole et débloque la parole et pousse à la parole. Et là récemment, ce qui a été formulé par moi après une séance de psy où j'ai fait une crise d'angoisse, c'est que j'ai donc notamment sur le sujet de ma sœur parce que c'est un sujet qui me stresse beaucoup en fait. Et j'ai appelé mon frère et mon père qui ne se parlaient toujours pas en leur disant donc quand même 13 ans peut-être après la mort de ma mère, je crois qu'on a besoin d'une thérapie familiale. Je demande un conseil familial et on va faire une thérapie parce que là en fait j'avais tellement le sentiment de tout porter sur les épaules, que ce soit du coup le conflit frère et sœur père, la maladie de ma sœur, moi ma propre dépression à ce moment-là, en fait j'avais besoin du socle, j'avais besoin du soutien familial et je l'ai verbalisé, ce qui a fait que mon frère et mon père m'ont entendu, soit dit en passant, qui sont les deux pôles peut-être les moins psychologisants de la famille. C'est des hommes, c'est des gens qui réfléchissent pas trop, qui foncent. Et on a fait cette thérapie familiale. Et il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé à partir de là. Parce que mon frère a repris contact avec son père. Mon père a pu passer plus de temps avec son petit-fils, parce que mon frère a un fils, du coup. Ma belle-mère aussi, du coup. Ma sœur, dans tout ça, pareil. En fait, ça a recréé l'équilibre qu'on avait perdu. L'équilibre, finalement, familial, où moi, je me retrouvais à ma place de dernier, du coup. Et plus à la place de celui qui doit organiser les choses, donner l'exemple, parler, pour que le lien se refasse, être cette espèce de tampon entre tout le monde, pour créer la paix et pour recréer du lien, quoi. Et je pense que la chance que j'ai, c'est que même si on a traversé tout ce qu'on a traversé, il y a quand même un sentiment familial très fort dans cette famille. On aurait pu tous, se lâcher après ce qu'on a vécu. Chacun vit sa vie et puis ce sera notre trauma et puis on ne s'en parle plus et voilà. Mais en fait, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que oui, mon père était très en colère contre ses enfants et limite violent. Oui, ma sœur et mon frère pareil. Mais en fait, c'était toujours nourri par ce sentiment de besoin
d'une famille en fait. Pas de retrouver, mais en fait de recréer la famille qu'on avait. Et aujourd'hui, on y arrive petit à petit. Ça a mis du temps, mais je trouve qu'on a plus avancé ces 2 dernières années qu'en 15 ans, quoi, depuis la mort de ma mère. Et donc ça donne de l'espoir. Maintenant, moi, mon taf, c'est de retrouver cette place du dernier, justement, où j'ai plus besoin de tout contrôler. Parce que ça m'a mis à une place de contrôle toutes ces années de récupérer la parole, de la redire, Maintenant, c'est un peu en mode bon. Je veux pas savoir si mon frère appelle mon père pour lui demander un truc, j'ai pas besoin de le savoir. Enfin, s'il se passe des trucs entre eux, ça les regarde en fait maintenant. Et donc ça, c'est un petit travail que je suis en train de faire sur moi en ce moment. Elle m'a quand même légué énormément de choses que je porte encore en moi et je la remercierai du coup tout le temps, enfin toujours pour ça, et je garderai toujours ça près de mon cœur. Mais c'est que c'est quelqu'un qui m'a vraiment appris la curiosité, l'écoute et le respect de l'autre, et c'est des choses, j'ai l'impression, qui sont tellement importantes aujourd'hui. C'est parfois difficile de concevoir que quelqu'un qui transmettait tellement de bien a pu se faire autant de mal aussi. Ça met beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de temps à accepter ça, et comme je disais aussi au début, en fait, ce qu'elle m'a légué comme enseignement aussi, c'est que tout peut se détruire, tout peut recommencer, et tout peut se terminer. Et en fait, celui-là, finalement, cet apprentissage de par son acte, j'ai mis beaucoup de temps à le déconstruire, parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux de construire avec quelqu'un. Ça fait du bien de pouvoir se projeter aussi. Ça rassure. Et c'est un truc, tu vois... je pense que tout s'est passé comme ça devait se passer pour moi, en tout cas, et je regrette rien. Mais quand ça t'arrive à 17 ans, quand même, qui est un moment un peu charnière, voilà, dans tes choix, quoi, dans tes choix d'orientation, dans même ta vie. Là, pareil, j'ai été déraciné du coup de mon lycée, dans lequel j'avais tous mes potes. Donc j'ai perdu beaucoup d'amis à ce moment-là. Et je pense que j'aurais pas pu avoir cette force sans tout ce qu'elle m'a légué, quoi, aussi. Donc c'est comme si c'est un retour, c'est injuste. Finalement, elle me sauve aussi quelque part, voilà. Mon père aussi, énormément, en fait. Je me rends compte aujourd'hui que cette hargne qu'il a, lui, de vivre, de pas trop regarder, de pas trop rechercher, de cette force de rebond qu'il a, qui est selon moi nourrie de beaucoup de déni aussi, mais ça donne j'ai quand même des exemples assez extrêmes, mais de force, en fait, que ce soit mon père ou ma mère, mais assez extrêmes quand même. Donc retrouver de l'équilibre, une forme de constance et quelque chose d'équilibré pour soi, ça, je sais que ça a été un travail, et que c'est encore un travail que je fais. Là où ça me porte énormément, c'est sur toutes mes convictions aussi. Les questions du genre, la question du féminisme, tout ça, moi, c'est quelque chose dans lequel je me sens très proche de tout ça depuis très longtemps. Mais c'est un peu ma mère qui veut ça aussi, tu vois. Parce que j'ai dû me poser des questions un peu fondamentales aussi sur... elle serait, je pense, très heureuse aujourd'hui par rapport à la pensée féministe. Elle était à une époque où c'était quand même il y avait très peu de choses, et les seules choses qu'il y avait, c'était quand même très vite dénigré, quoi. Ou très vite rabaissé, très vite... le mot hystérie revenait encore déjà beaucoup à cette époque, et c'était même utilisé dans mon propre foyer. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que non, aujourd'hui, si tu utilises le mot hystérique, tu passes vraiment pour un vieux boomer, quoi. Et je pense que, tu vois, je me demande si elle avait traversé cette dépression-là aujourd'hui, quelle peut-être aussi clé ou référence ou soutien elle aurait pu trouver qu'elle n'avait pas eu à l'époque aussi. Voilà, tu vois, c'est toujours plein de questions. Et si ça avait été comme ça, et si ça avait été comme ça. Mais t'es toujours face à la réalité qui veut que, en fait, ça s'est passé comme ça, et c'est tout. Et ça, parfois c'est dur à accepter, mais une fois que tu l'as accepté, finalement, c'est assez, je crois, assez libérateur aussi à un certain endroit. Parce que tu peux passer ta vie à refaire le passé, mais le passé reste le passé. Et t'es un peu obligé, quoi, au bout d'un moment. Si tu veux toi-même avancer dans ta propre vie. En termes de descendance, encore une fois, c'est que je me rends compte que potentiellement, moi, ça va être un sujet
ça va être peut-être le sujet le plus compliqué de ma vie. Moi, ça va être ça, parce que ma sœur est malade aussi. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, parce que le fait qu'on ait vécu ce qu'on a vécu avec notre mère, il y a le déni aussi le déni est passé aussi sur en fait la fragilité psychique de ma sœur, que non, ça peut pas se léguer, ça n'existe pas, ça. Et je pense que on a pris beaucoup de temps à conscientiser, mon frère et moi surtout, que notre sœur était aussi malade et que en fait c'était pas fini. Alors je ne dis pas que ma sœur va en arriver à... Je pense que c'est d'ailleurs, il faut pas faire la comparaison et que c'est deux choses très différentes. Mais en tout cas, le sujet de la santé mentale, c'est quelque chose avec lequel je me bats encore. Alors il y a eu la mienne, c'est vrai, mais c'est aussi surtout à la position d'aidant, que je suis en fait, notamment par rapport à tout ça. Et c'est un schéma qui se retrouve être assez répétitif du coup pour moi. Et pour ma famille aussi. Et à chaque fois, on apprend un peu mieux, on apprend un peu plus. Et c'est vrai que gérer ça, on le gère mieux qu'il y a 10 ans, par exemple. Mais c'est aussi parce qu'il y a un facteur aggravant aussi avec le temps qui passe dans ce genre de maladie. Et que les crises sont de plus en plus violentes et de plus en plus courtes en termes de temps de calme. Donc je crois que on sort progressivement d'une forme de... on rentre dans une phase d'acceptation, je pense, mais qui nous permet d'être aussi mieux là, en fait, pour elle, et plus lucide aussi. Quand on a parlé du fait d'enregistrer ce podcast, déjà, je pense que je suis au meilleur endroit pour en parler aujourd'hui, parce que, tu vois, on se serait vu il y a encore 6-8 mois, j'aurais pas été si peut-être lucide ou confiant sur certaines choses pour en parler. Et aussi parce que finalement, alors la santé mentale, on en parle de plus en plus et je trouve que c'est vraiment chouette, parce qu'il faut moi il y a des trucs qui me rendent assez fou quand je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais tu vois, dans l'école de médecine, le stage en psychiatrie n'est pas obligatoire, alors que tous les autres stages sont obligatoires. Ça, c'est des trucs qui me rendent fou, parce que je sens qu'on est quand même encore très à la ramasse. Et souvent, je me dis, c'est marrant, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui se serait passé si ma mère avait traversé ça aujourd'hui. Parce que, en fait, ces 10 dernières années, il y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé sur ça. Mais je me suis dit, c'est vrai que je trouve que le suicide, on n'en parle pas beaucoup, et que ça traverse quand même beaucoup de familles, beaucoup de gens. Et je me suis dit que oui, c'était bien de venir en parler aussi avec vous. Maintenant, ce qui est compliqué avec ce genre de maladie, c'est que c'est des maladies je les mets toutes dans le même bateau, mais évidemment, elles ne sont pas toutes similaires. Mais j'ai l'impression que quand on te diagnostique une maladie, c'est scientifique quelque part. Donc toi, en tant que malade, soit tu l'acceptes pas, effectivement, et du coup, tu vis ta vie comme si ça n'existe pas, soit t'acceptes le diagnostic. La maladie psychique, j'ai l'impression que ça met les malades dans un conditionnement où eux sont persuadés qu'ils sont pas malades. Enfin, en tout cas, les exemples que j'ai autour de moi, ça met beaucoup de temps, déjà, nous, les aidants autour, d'accepter que ça existe. Mais même pour les malades, ça prend du temps aussi. Donc ça peut prendre des années. C'est ce que disait le mec dans le bouquin que m'a filé Élise, d'ailleurs, c'est que ça peut prendre 10 à 15 ans, de vraiment concevoir que ça existe. Et ensuite, il y a tout le travail de trouver comment vivre avec, du coup. Avec soit des molécules, soit un accompagnement. Je fais vraiment le distinguo aujourd'hui, et je l'ai pas fait toutes ces années, mais entre psychologie et psychiatrie, C'est vraiment deux choses très différentes. Et la psychiatrie, c'est plus de l'ordre de la chimie, de la biologie. Le mec le dit très justement dans le bouquin, il dit, alors il parle de sa bipolarité, mais je peux peut-être le mettre aussi en lumière sur d'autres formes de maladies chroniques psychiques. Faut le voir un peu comme un diabète, Un diabète du cerveau, c'est que il faut que tu sois accompagné toute ta vie, il faut parfois tes piqûres d'insuline, il faut vivre avec. Mais comme c'est de l'ordre du psychique, on a souvent tendance en tant qu'être humain, je crois, de se trouver un peu soit des excuses, soit des raisons plus psychologisantes qui peuvent créer parfois de la colère, parfois moi, je me suis retrouvé quand même plein de fois, et je sais aujourd'hui que c'est pas du tout le truc à faire. Mais à dire à ma sœur, allez, bouge-toi, sors de cet état, fais des choix, vas-y, avance dans ta vie.
Et je sais que c'est pas la bonne solution parce que il faut concevoir le truc autrement. C'est vrai que c'est un truc qui va, je pense, me suivre assez longtemps, cette thématique-là. Et là, je pense, c'est marrant, à 4 ans, un film que je regardais en boucle et en boucle et en boucle, que ma mère a vu quand elle était enceinte de moi en 93, qui s'appelle Arizona Dream de Emir Kusturica. Bah, je vous spoil pas la fin, mais en fait, ce film me faisait pleurer, mais à chaque fois que je le voyais. Et ça traite à la fin, ça te prend aux tripes parce que ça traite du suicide, mais tu le vois pas venir, quoi. Et c'est drôle, parfois ma psy dirait que je vois trop de symbolique, mais des fois c'est drôle de voir un peu les rapprochements que tu peux faire, les liens que tu peux faire. Ce film qui m'a marqué toute mon enfance, en fait, j'ai l'impression qu'il est à la lumière aussi de tout ce que je vis aujourd'hui et de potentiellement tout ce que je vais traîner aussi un peu toute ma vie, quoi. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de moyens pour s'en sortir. Mais voilà, moi, ce que je peux comprendre, c'est qu'il faut sortir de l'ignorance, quoi. C'est ça. S'y intéresser vraiment pour ne pas traiter ça comme juste un état d'âme, mais vraiment comme une maladie, en fait, comme toute autre maladie. Donc à la lumière de tout ça, c'est vrai que faire famille pour moi, dans ma vie à moi, ça veut quand même dire... c'est dur comme question. Ça veut dire un peu se donner quand même, je trouve. Ça veut dire respecter, écouter, être diplomate aussi parfois. Mais faire famille, pour moi, ça peut se faire avec... plein d'autres gens que sa propre famille, mais moi, dans ma famille, faire famille, ça voulait dire se reconstruire ensemble. C'est pas parce qu'on était une famille que, en fait, on l'a été ces dernières années. En tout cas, la famille telle qu'on l'imagine, à se voir tous les dimanches, pour le déjeuner dominical, et nous, ça a été un sacré parcours. Je pense qu'on est encore sur le parcours. C'est faire du lien, quoi, déjà. Créer du lien. Parfois, faut se forcer un peu, même. Créer de la tradition aussi, c'est ça, faire famille aussi. C'est créer de la vie en commun, recréer du souvenir et être là, quoi. Être présent, en fait, aussi, pour l'autre. Parce que ça s'apprend, je crois aussi. Dans ma famille, il y en a certains, ils ont dû apprendre à être là aussi. Et ne pas juste voir le truc de loin, trouver sa place. Trouver sa place, ouais. J'ai l'impression que c'est ça aussi, faire famille. Pendant très longtemps, ayant vécu ce que j'ai vécu, pour moi, c'était « mais je l'aime plus aujourd'hui cette phrase, mais c'est ceux qui ne tuent pas rendent plus fort ». Bon, soit, ça c'est vrai que oui, mais ça aurait pu ne pas me rendre plus fort du tout aussi. Donc je trouve que cet adage, il est un peu pressurisant aussi, dans le côté tu vis quelque chose de mal, mais reste fort. Ça peut créer du déni aussi à un certain endroit. Même si le déni pour moi est positif, à beaucoup d'endroits. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus un truc du genre... ma mère disait très souvent, qui est un film aussi, « Va, vis et deviens ». Je crois que ça me suffit comme adage, ouais. Vous venez d'écouter Descendance, un podcast créé, réalisé et monté par Alice Fidel et Clara Alters. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux ou nous écrire à l'adresse mail podcast@descendance.com. La musique originale et l'habillage sonore ont été réalisés par Valentin Caillon et Gwenaëlle Renaud et le mixage par Raphaël Martin. À très bientôt pour un prochain épisode.